à tous, bonjour à toutes, bienvenue encore une fois sur Décanté Advice. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, actualité oblige, nous allons parler de la situation qui prévaut actuellement en République de Guinée, la situation sociopolitique du pays. Alors, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites dans ce sens. J'aimerais apporter une modeste contribution par rapport à ce qui se passe, faire d'abord une analyse de la situation, aller à l'essentiel surtout. Voilà, parce que c'est important dans ces périodes-là de ne pas avoir des discours qui lassent le public. Alors, très rapidement, j'aimerais pour commencer rappeler rapidement une citation qui s'adapte bien au contexte guinéen. C'est la citation de Frantz Fanon, que vous connaissez, qui est un grand écrivain, qui, dans Les Damnés de la Terre, qui est un livre, plutôt je dirais d'ailleurs un testament à titre posthume qu'il avait fait dans les années 61, où il disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Alors, aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya et son équipe ont joué un acte historique en Guinée. Et je pense que c'est le moment pour la jeunesse, c'est le moment pour le peuple de Guinée de prendre sa part de responsabilité dans cette part de l'histoire qui est en train de s'écrire dans notre pays. Pourquoi je rappelle cette citation? Parce que dans le contexte d'alors, c'était à l'époque où Frantz Fanon expliquait en quelque sorte comment, disons, les pays en fait qui étaient sous la domination coloniale pouvaient en fait tout simplement lutter pour la libération. Et il expliquait une forme de légitimité, de la lutte contre les colons, de la lutte donc des colonisés contre les colons. Dans le contexte guinéen, comme vous le savez, ce qui se passe, c'est que le président sortant, le professeur Alpha Condé, après ses 2 ans de mandat, entame avec un certain nombre de cadres zélés et donc un projet de référendum pour un projet de modification, complètement de modification, parce que cela il s'agit de la Constitution. Donc une constitution, un projet contre lequel la société civile, la communauté internationale se soulève, et vous connaissez autant que moi, il y a eu beaucoup de morts, plus de 100 morts. Alors, malgré tout, il y a un coup de force constitutionnel. Cette constitution-là, elle est adoptée. D'ailleurs, la constitution qui a été normalement écrite, ce n'est pas celle qui a été en fait adoptée. Donc, même pas un an, il y a plusieurs choses qui se passent au pays. Il y a l'inflation, il y a le pouvoir d'achat des Guinéens qui baisse, et il y a plusieurs problèmes. Il y a à la fois le gouvernement et le président de la République demandent au peuple de serrer la ceinture. Par ailleurs, il y a le budget de l'État qui augmente, et avec tout le lot de détournement, de corruption que vous connaissez. Alors, ce qui se passe, c'est que le 5 septembre 2021, alors nous avons le CNRD, qui est le Comité national de rassemblement pour le développement, qui prend donc le pouvoir, et à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, ex-bras armé bien évidemment du chef d'État M. Alpha Condé, donc le chef d'État déchu. Donc le colonel Mamadi Doumbouya, qui était le commandant des forces spéciales, dans son communiqué, ce qu'il faut retenir, son communiqué numéro 1, le colonel Mamadi Doumbouya dénonce un certain nombre déjà, il plante déjà le décor, un certain nombre de choses qui sont très importantes à prendre en compte. Entre autres, il dénonce la malgouvernance, l'injustice, la privation des libertés individuelles et collectives, la volonté surtout de ce comité d'aller vers une nouvelle Guinée. Alors, il explique aussi dans ce même communiqué
que la dignité humaine, pour lui, c'est l'harmonie entre le dire et le fait. Ça, c'est très important. Je le souligne, c'est important parce que je crois il fait certainement allusion à l'engagement du chef d'État sortant à ne pas respecter le serment qu'il a tenu durant son deuxième et dernier mandat. Mais plus loin, c'est aussi un engagement qu'il prend vis-à-vis du peuple de Guinée afin de juger sur les actes. Et moi, c'est là-dessus que je m'arrête. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans l'histoire récente de la Guinée, hein, avec le CNDD, on a connu ça, il y avait eu de l'euphorie, il y avait eu de la liesse, il y avait eu un sentiment d'espoir du peuple de Guinée, comme d'ailleurs dans les années précédentes aussi. Mais le désenchantement n'a pas duré, on a été tout de suite désenchanté par rapport aux actes qui ont été posés. L'expérience étant là, je crois que Mamadi Doumbouya a pu s'en servir tout de suite pour poser les premiers actes. Et en tant qu'observateur, à prime abord, je me suis dit, je ne peux pas accorder mon crédit à cette junte. Premièrement, parce que je suis légaliste, est-ce qu'on peut considérer que c'est un coup d'État? Est-ce que c'est un coup d'État dans un coup d'État constitutionnel? On ne rentre pas dans ce débat. Ce qui est important, comme lui-même il le dit, hein, parce que sa référence c'est Jerry Rawlings, il le dit, si un peuple est tout simplement martyrisé, si un peuple est tout simplement abusé par ses élites, il appartient donc à l'armée de rendre à ce peuple la liberté. Et ce qui est important, moi, c'est ce sentiment-là, c'est cette atmosphère-là qui prévalait en Guinée ce 5 décembre, en tout cas dans plusieurs régions, dans plusieurs endroits de la Guinée. Le peuple de Guinée a pu manifester sa joie comme pour dire qu'elle était sous domination, qu'elle était muselée, qu'elle voyait ses libertés tout simplement confisquées par le pouvoir. C'est ça le plus important. Maintenant, sur Mamadi Doumbouya et le CNRD, je me suis dit, il faut les juger sur les actes. Il ne faut pas être dans l'émotion, il ne faut pas se presser d'être dans l'euphorie, il faut les juger sur les actes. Donc le 5 décembre, septembre au vendredi, aujourd'hui, ça fait 11 jours depuis que ce comité a pris le pouvoir, un certain nombre d'actes ont été posés. Alors, donc l'espoir étant grandissant au niveau du peuple de Guinée, parmi les actes qui ont été posés, je vais juste citer quelques grandes décisions qui ont été prises par cette junte militaire. Il y a d'abord la récupération des véhicules administratifs des ministres, le retrait de leurs passeports, ça c'est important. La libération des prisonniers politiques. Moi, sur cette libération, à la fois sur la forme et sur le fond, j'ai apprécié la façon dont ça a été fait. Le gel des comptes bancaires des hauts cadres, pour en faire quoi? Il n'y a pas de détails, mais on estime que ça sera certainement pour faire des audits. Voilà. Et il y a l'annulation du prélèvement de 5% sur le salaire des fonctionnaires guinéens, la réouverture progressive des frontières et ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'à un moment donné, les frontières sont restées fermées. Ça a vraiment pénalisé pas mal de nos concitoyens par rapport à cette fermeture-là. Donc, ça a été un acte fort. L'organisation des consultations nationales inclusives, comme ils le disent. Donc, tous les acteurs économiques, socio-économiques, politiques ont été rencontrés, en tout cas depuis le mardi, ces acteurs-là ont été rencontrés, y compris la diaspora guinéenne ou les diasporas guinéennes dans leur généralité. Pour revenir en fait sur ces diasporas, on peut dire que, avant de parler des diasporas, on peut dire que ces actes-là sont autant d'éléments qui sont cohérents entre le dire et le faire de M. le Président Mamadi Doumbouya. Est-ce que c'est suffisant pour encore l'accorder plus de crédit? Je dirais non, mais pour l'instant, il a en tout cas commence à avoir la légitimité du peuple. Il a été adoubé par le peuple, mais commence à avoir de plus en plus de légitimité de ce peuple et le soutien de ce peuple-là.
Donc, pour revenir sur cette consultation, moi, il y a un constat que j'aimerais relever, très important. Le constat, c'est que sur les diasporas, j'aimerais interpeller les diasporas, et particulièrement celle de France, puisque je suis en France. Je voudrais ici appeler la jeunesse guinéenne. Si les pères de l'indépendance ont pu réussir à dire non à la France le 28 septembre, ont pu obtenir l'indépendance de la Guinée en 1958, c'est parce qu'ils ont mis de côté les intérêts personnels, les égos, ok, tous les intérêts, si vous voulez, personnels, pour mettre l'intérêt général devant. C'est ce qui doit primer. Il ne s'agit pas de voir qui porte la cause, mais il s'agit de se mettre d'accord sur la cause et tous ensemble de mutualiser, de travailler en synergie pour atteindre l'objectif. Il y a eu une main tendue à la diaspora. Il faut que la diaspora guinéenne, que ce soit de France d'ailleurs, arrive à transcender les clivages pour aller dans le sens du CNRD, apporter son expertise, ses compétences, son expérience, son savoir-faire à cette nouvelle dynamique qui est enclenchée en République de Guinée. C'est une opportunité à saisir, mais pas une opportunité à saisir pour soi, une opportunité pour le pays, pour l'intérêt du pays. Donc, quand c'est comme ça, on met le pays devant. Il ne faudrait pas que pour des considérations subjectives, qu'on fasse, disons, des querelles qui n'ont pas de sens. Donc, donnons-nous la main, que ce soit les associations de la société civile, les associations dans leur globalité, qu'elles soient considérées ou pas comme représentatives de la société civile, que ce soit les acteurs individuellement pris qui jouent un rôle majeur au sein de la communauté, on doit se donner la main pour conjuguer ensemble, mutualiser, harmoniser, travailler dans le sens de l'intérêt du pays. Ça, c'est très important. Très important. Donc, en ce sens, il faudrait qu'on revoie comment, quelle organisation mettre en place pour mieux structurer notre action, pour mieux coordonner notre action. Voilà, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, parler à la société civile en Guinée. Les acteurs de la société civile, syndicale, que ce soit tous ces acteurs de la société civile de façon générale, il est important que ces acteurs-là aussi se constituent en fait en consortium, se constituent en fédération. Tout simplement qu'elles soient mieux structurées. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses. C'est soit les gens sont politiciens, profitent de la politique, parce que la politique est devenue un business pour les Africains, particulièrement en Guinée. Tout le monde est devenu politicien, en général. De fait, voilà. Donc, soit les gens sont politiciens, ils sont dans les partis, ils en font un business, voilà. Soit ils ne trouvent pas de place dans la politique, ils parachutent dans la société civile. Ils se prennent pour les défenseurs du peuple. Alors, quand c'est comme ça, il faut savoir, c'est-à-dire s'organiser. S'organiser de sorte, comme je l'ai dit encore une fois, à ne mettre en avant que l'intérêt du pays, pas l'intérêt personnel. Voir la cause. C'est vrai que la probité et l'intégrité des personnes avec lesquelles conjuguer est aussi un facteur important à prendre en compte. Mais il faut faire en sorte de mettre de côté nos clivages, nos différences. Et ce qui nous réunit est souvent plus important que ce qui nous divise. Donc, il faudrait que cette société civile-là s'organise davantage. Parce que ce qu'on a vu lors de ces consultations, quelque part, ça ne donne pas une bonne image à notre pays. Ça n'honore pas la Guinée. Pour terminer sur ces consultations, c'est les acteurs politiques. Alors, on a vu plus de 300 partis politiques qui ont convergé au Palais du Peuple. Voilà, comme si chacun partait prendre sa part du gâteau. Là-dessus aussi, c'est la même problématique. Il faudrait que les partis politiques, aujourd'hui les partis politiques ont des alliances. Voilà, je pense que c'est important qu'on peut être pour le multipartisme, on peut être pour le libéralisme. Ça, c'est pas un souci. Mais il faudrait faire en sorte de pouvoir organiser tout cela, bien structurer ces partis politiques-là. Que ces partis politiques se retrouvent autour de 3, 4, 5 grands groupes ou blocs. Il n'y a pas mieux que ça. Voilà, il y a 300 partis. Devinez, 300 partis. Donc si on a 5 groupes aujourd'hui, 3 groupes, voilà, qui se retrouvent dans des blocs et qu'ils organisent à l'interne des élections qui permettent d'avoir des leaders qui soient représentatifs de leur alliance lors des élections. C'est important, surtout les élections présidentielles. Ça, c'est un aspect que je voulais toucher sur la consultation elle-même et sur l'organisation des acteurs qui ont pris part. Et surtout, ces 3 acteurs que je viens de citer.
Ceci dit, on va revenir maintenant sur la transition elle-même. Sur la transition, le premier aspect qui me semble important de souligner, c'est de parler de la mission ou des missions et des priorités du CNRD et de cette transition de façon générale. Je crois que, comme cela a été rappelé par plusieurs observateurs, la vocation première d'une transition, c'est d'organiser les élections de façon transparente et crédible. Et donc l'organisation des élections consiste tout simplement en amont à mettre en place les bases qui nous permettent d'aller à des élections crédibles. Donc, puisque c'est ça la vocation première, en tout cas du CNRD, donc à travers cette transition-là, il est important, comme on le dit, de ne pas précipiter vitesse, de ne pas confondre vitesse et précipitation. On a nos réalités propres à nous, qui sont différentes des réalités d'autres pays. Le mal guinéen, le problème guinéen est profond. Le mal guinéen est profond. C'est un problème qui ne se résout pas à la surface. C'est un problème qui se résout à la racine. Il faut résoudre le problème à la base, à la racine. Si on n'arrive pas à penser les plaies à la racine, on va continuer à patauger et on va se retrouver dans les mêmes histoires. Il y aura encore une répétition, ce n'est pas ce que je souhaite pour notre pays. Pour éviter cela, il faut prendre le temps nécessaire pour asseoir les bases d'une véritable organisation des élections futures. Alors, pour cela, le premier aspect qui est important pour moi de dire, c'est que le communiqué numéro 1 du CNRD est un communiqué qui a suspendu toutes les institutions. Je pense que la première chose qu'il faut faire, qui est urgente à faire, c'est de rétablir les institutions guinéennes. Je ne parle pas des institutions politiques et administratives, parce que voilà, il y a le principe de continuité de l'État, donc les administrations continuent à fonctionner comme cela avait déjà été répété, dit dans le communiqué. Mais il s'agit surtout des autres institutions, des institutions judiciaires et autres, parce que c'est important que ça fonctionne. Donc cela doit être rétabli. Rétablir donc ces institutions sur la base d'un décret-loi ou d'une ordonnance en vue d'un meilleur fonctionnement de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un État normal en Guinée. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect qui convient de rappeler, à mon sens, par rapport à cette transition, et un premier acte a été posé en ce sens, c'est-à-dire c'est d'arrêter l'hémorragie financière pour refonder l'économie guinéenne. Parce qu'il est important aujourd'hui de maîtriser c'est-à-dire l'équilibre de l'économie en Guinée et de fermer le robinet par rapport en fait à toute l'hémorragie financière qu'a connue ce régime et qui risque de continuer. Il y a eu les gels, ok, mais il faudrait en ce moment avoir un cabinet indépendant qui enclenche les audits. Mais ça, on en parlera un peu devant. Alors, on développera cet aspect-là. Alors, deuxièmement, troisièmement, il faut que le CNRD, aujourd'hui, nous dise quelle est sa composition. Elle est composée de qui au-delà du colonel Mamadi Doumbouya? C'est important de connaître les hommes qui sont à la tête du CNRD, parce que, c'est-à-dire, on aura encore plus d'idées sur ce comité, selon les hommes qui composent ce comité, et on aura encore plus en fait d'analyse objective à faire que si on continue dans une transition où on ne sait pas qui sont les acteurs. C'est important de le savoir. Donc il faut que le CNRD nous dise la liste des membres qui composent ce comité. L'autre chose à rappeler rapidement, c'est l'élaboration de la charte de la transition. Alors, qui sert en gros de base légale pour ce comité-là. Donc cette transition doit avoir une charte. Et il s'agit là de travailler sur le contenu et sur les termes de la charte. Je pense que les consultations qui sont en train d'être menées sont menées quelque part en ce sens. Par rapport en fait à cette charte, notamment par exemple, parler de la composition, c'est-à-dire d'abord de l'organe législatif, qui n'est autre que le CNT, le Conseil national de la transition,
ou le Haut Conseil de la Transition, on pourra l'accorder le nom que je veux, qui est l'organe à la fois législatif, mais qui peut être aussi l'organe consultatif et de veille. Donc mettre en place cet organe-là, et que ce soit un organe qui soit composé entre 70 à 80 personnes, composé de tous les bords sociopolitiques, économiques, etc. Parce que c'est important de limiter le nombre, parce que là aussi, c'est le, si vous voulez, c'est le contribuable guinéen qui va prendre en charge toutes les personnes qui composeront ce Conseil national de transition. Alors, ce Conseil national de transition donc, aura pour rôle hein, de travailler sur la Constitution, mais la Constitution, on en parlera devant un peu plus tard. Au-delà de cela, il faudrait qu'on mette en place un gouvernement. Mais avant même de mettre en place le gouvernement, un aspect qui est important de rappeler, je vous ai parlé de la charte de la transition. Dans cette charte, il faut qu'on dise, qu'on désigne le président. Tout naturellement, pour moi, le président, ça va être le président du CNRD. Donc, je reviens sur la composition du gouvernement, d'union nationale, ou, voilà, ou de gouvernement technique, hein, comme certains le disent, mais peu importe. Peu importe, le plus important, c'est que, pour moi, il faudrait que ce gouvernement, qu'on allie en fait, dans le choix des personnes qui composeront ce gouvernement, les compétences, je dirais même avant, le patriotisme, l'amour qu'on a pour soi, pour le pays, je vais dire, les compétences et l'intégrité. Ce sont trois éléments clés qui sont importants en tout cas à analyser en amont dans le choix des personnes qui composeront ce gouvernement. Parce que chez nous, on n'a pas un problème de compétences, de ressources humaines, hein, on a des ressources humaines. Mais souvent, ce qui fait défaut, c'est à la fois un problème de système, ça on en parlera tout de suite, mais aussi un problème d'intégrité. Voilà, les gens qui constituent nos gouvernements, généralement, c'est des gens qui manquent d'intégrité. Mais ce qui fait le défaut, en fait, la défaillance, la belliquescence de l'intégrité chez les hommes est inhérente aussi en fait, à la défaillance du système judiciaire. Parce que si si les lois sont appliquées comme il faut, je pense que les hommes, franchement, seront obligés d'être intègres. Donc, allier compétence, intégrité, patriotisme. Mettre en lumière surtout les acteurs de la société civile qui se sont battus corps et âme contre le projet de troisième mandat. Écarter tous les anciens promoteurs c'est-à-dire de la nouvelle constitution et de la promotion du troisième mandat. Voilà, c'est mon point de vue sur ce sujet-là. Alors, avoir surtout un Premier ministre qui soit consensuel, un Premier ministre consensuel, et faire en sorte que ce gouvernement soit un gouvernement surtout franchement d'acteurs majoritairement de la société civile. C'est très important. Quelle doit être la mission de ce gouvernement? La mission de ce gouvernement consistera à restaurer, dans un premier temps, l'unité nationale en travaillant sur les réformes institutionnelles pour asseoir les bases, les véritables bases, c'est-à-dire institutionnelles, et pour toiletter notre système administratif et économique. Donc, refonder l'unité nationale et la réconciliation entre les Guinéens, refonder les institutions, avoir des réformes institutionnelles qui nous permettent d'avoir un bon soubassement, et travailler sur l'organisation libre et transparente des élections. Pour moi, ce gouvernement doit avoir pour mission ces trois éléments-là. C'est très intéressant. Le nombre de personnes qui doivent composer ce gouvernement, on doit avoir 19 à 21 ministres, maximum, pas plus. Parce qu'encore là, plus de pléthore amène plus de dépenses publiques. Il faut faire en sorte qu'on ait 19 ministres, maximum 21 ans. Pas plus, comme au temps de Kouyaté où on avait 19 ministres, ou peut-être même moins 17 ministres. C'est pas la quantité qui compte, c'est l'efficacité de l'action qui prime surtout. Alors, je vais vous donner là, par exemple, le nom de quelques ministères qu'on pourrait mettre en place. Hein. La liste n'est pas exhaustive. Après, le gouvernement qui sera élu verra comment mettre cela en place. Le premier ministère, par exemple, en fonction des priorités du moment.
Le premier ministère, pour moi, c'est le ministère Justice, Droits de l'Homme. Le deuxième ministère, le ministère de l'Unité, de la Réconciliation et de la Citoyenneté. Deuxième ministère. Troisième ministère, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Défense nationale, le ministère du Plan et de la Coopération internationale, le ministère des Affaires étrangères des Guinéens de l'étranger, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et des personnes vulnérables. Voilà quelques ministères pour moi qui convient de mettre en place de façon urgente. Les autres ministères aussi en culture et autres, on peut les mettre en place. Mais pour moi, ce sont les urgences du moment par rapport au contexte que nous vivons. Rapidement, on va attaquer dans la poursuite de ces propositions le chronogramme. Quel chronogramme faut-il pour cette transition? Moi, je dirais qu'il faut un chronogramme. D'abord, avant de parler de chronogramme, le chronogramme tient compte, la durée tient compte du chronogramme. Donc, je dirais qu'il faut d'abord un chronogramme qui tienne compte d'une répartition raisonnable en fonction des besoins. Donc, mais il est important de consacrer plus de temps sur la refondation des institutions, la préparation et l'organisation des élections et qui sont des enjeux majeurs avec la rédaction ou la réadaptation de la Constitution. Voilà, moi je reste favorable sur la Constitution, à la réadaptation de la Constitution de 2010. Ça nous permettrait de gagner en temps et que cette Constitution-là, elle n'est pas parfaite, elle a pas mal de défaillances à revoir. Donc essayer de compléter cette Constitution, parce que c'est une Constitution qui faisait quand même consensus, et faire en sorte que cette Constitution soit après soumise en fait au référendum, soit lors des élections législatives et présidentielles, plutôt lors des élections législatives qu'on pourrait coupler avec le référendum, ou bien les élections présidentielles qu'on pourrait éventuellement coupler avec quoi. Le plus important, c'est qu'il faut que cela soit en tout cas soumis en fait au référendum pour tirer toute sa légitimité du peuple de Guinée. Voilà. Donc sur la répartition, je ne peux pas vous dire tout de suite dans la proposition qui est la mienne, il faut consacrer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à telle partie, mais il reviendra en fait aux membres du gouvernement et au CNRD de voir quel timing accorder à chaque partie. C'est très important. Ça a déjà commencé ce chronogramme. Rappelez-vous, vous vous souviendrez que le colonel Mamadi Doumbouya, dans son premier discours, avait dit qu'une consultation nationale et inclusive allait être organisée et que par la suite, un gouvernement d'unité nationale allait être mis en place. Donc ça, ce sont des éléments déjà qui vont faire partir de ce chronogramme-là. Donc la consultation a déjà amorcé. Alors sur le timing, combien la durée de la transition? J'apprends aujourd'hui que la CEDEAO exige 6 mois, ça me fait rire, parce que ça se voit qu'ils sont complètement déconnectés des réalités guinéennes. C'est impossible dans le contexte guinéen, impossible. Si on veut vraiment avoir une véritable transition et avoir une base solide pour repartir sur de bons pieds. Pour moi, dans le contexte actuel, il nous faut entre 2 ans et 3 ans pour avoir une très très bonne transition. 2 à 3 ans, pas plus. Pas plus, parce qu'aller au-delà aussi, c'est être dans l'extrême. Voilà donc pour cette partie-là, ce que je voulais dire sur le chronogramme et sur les premiers aspects. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter en plus de cela? Il faut parler de la CENI et des élections. Concernant la CENI et les élections, d'autant pas de CENI politique, de CENI technique. Bon, encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la transparence. Voilà, la transparence dans l'organisation. Et pour qu'il y ait transparence, partout où il y a des litiges, partout où il y a des quiproquos, partout où il y a des conflits, il faut faire en sorte de les résoudre. D'abord, il s'agit de revoir le fichier électoral.
le fichier électoral. Il est important de faire le toilettage de ce fichier électoral. Très très important. Voilà. Y compris pour les diasporas. Voilà. Donc, au-delà du toilettage de ce fichier électoral, il est important bien évidemment de composer la CENI. Hein. Ça, c'est, comme je dis, ça dépend que ce soit une CENI technique, que ce soit une CENI politique. Le plus important est que les acteurs soient d'accord sur le contenu, sur la forme et le fond. Voilà. Mais qu'on fasse vraiment le toilettage du fichier électoral avant de partir aux élections. Et les élections, il faut commencer par les élections locales, communales, législatives, présidentielles. C'est important. Alors, je continue rapidement. Il est important pour moi de préciser que le CNRD, à travers le gouvernement composé en fait, doit avoir pour vocation non pas de faire la justice en tant que telle, hein, parce que, je vais dire, dans la forme actuelle, hein, en tout cas avant la mise en place du gouvernement, commencer en fait, disons, à mener des enquêtes, des audits qui consisteraient à mélanger tout et n'importe quoi, ça va être compliqué. Mais à travers les institutions qui seront mises en place par le gouvernement, il est important que les audits, ok, ou bien que les conclusions des précédents audits soient récupérées, que ça soit mis à la disposition du gouvernement, ok, et que on commence d'abord par mettre à disposition de la justice, une fois qu'on sera sûr qu'il y a une justice indépendante, qu'on sera sûr de l'équilibre en fait des pouvoirs entre le judiciaire, l'exécutif, le législatif, ok, qu'on commence à traiter le dossier des anciens dignitaires du pouvoir sortant. Vous savez, on dit souvent, chez nous, il faut de la justice, il faut de la réconciliation, plutôt il faut de la paix. Mais je dis toujours, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réconciliation sans justice. Les accumulations, les frustrations qui résultent de l'injustice sont énormes, elles sont lourdes. Donc pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait véritablement l'unité nationale, au-delà de la construction d'un État-nation, il faudrait qu'on fasse en sorte que lumière soit faite sur le passé, sur l'histoire sombre de la Guinée. Cela en commençant de Sékou Touré, en passant par Lansana Conté, Dadis, jusqu'à Sekouba Konaté à Alpha Condé. Sans exception. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il suffit pour ce gouvernement de mettre les bases. Mais au-delà de mettre les bases, avant de faire les élections, moi je pense qu'il est important, avant de faire les élections, qu'il est important, c'est pourquoi d'ailleurs je propose 3 ans, sur la dernière année, de faire en sorte que, avant en tout cas la fin de la dernière année, de faire en sorte que sur ces premières années, concomitamment à toutes les actions qui pourraient être menées, que les membres du gouvernement sortant, y compris le chef d'État déchu, répondent de leur gestion. Ils sont jusqu'à preuve du contraire présumés innocents, répondent de leur gestion du pays. Tous ceux qui seront inculpés par la justice mise en place, qu'ils soient complètement écartés et qu'il n'ait pas la possibilité d'occuper des grandes fonctions en République de Guinée. En tout cas pas dans l'administration. Et qu'ils soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. Ça c'est très très important. Ça, c'est un aspect que je voulais mettre en avant. Maintenant, que les crimes de sang, les crimes économiques soient punis, et comme l'a dit et l'a promis le colonel Mamadi Doumbouya, qu'on essaie de rectifier les erreurs du passé et que plus jamais cela ne se répète. On a tous nos responsabilités, à des degrés différents, il l'a rappelé. Il faut que maintenant la justice serve de boussole, pas les chasses aux sorcières comme il a dit, mais que la justice serve de boussole et que la justice oriente maintenant chaque citoyen. C'est très important. Donc, il faut que les gens passent devant la justice et qu'ils répondent de leurs actes. Une fois qu'on aura fait cela, en commençant par le pouvoir de Alpha Condé et
et ses ministres. On remonte au pouvoir de Dadis avec tout ce qui s'est passé lors de, c'est-à-dire des exactions au stade du 28 septembre. On revient au pouvoir de Conté avec tout ce qui s'est passé dans les répressions militaires. On revient au pouvoir de Sékou Touré avec tout ce qui s'est passé au Kambouaro. Qu'il y ait à travers ce ministère de la réconciliation, je dirais même unité nationale, vérité, réconciliation, un véritable sursaut national, un véritable débat tout au long du processus, qui permettent aux Guinéens de se parler en face, de se dire la vérité, de soigner les plaies et de pouvoir finalement de se pardonner et qu'on tourne cette histoire, cette page de notre histoire. Parce qu'on ne pourra pas tourner cette page de notre histoire tant que les plaies sont ouvertes. Une fois que cela sera fait, que toutes les victimes soient indemnisées, dédommagées. Toutes les victimes soient dédommagées par l'État et que par la suite, les auteurs soient condamnés. Comme cela, on pourra écrire véritablement une nouvelle page de notre histoire, faire des élections libres et transparentes pour des personnes qui ne seront pas inculpées. Alors, ça c'est un élément qui me paraissait très important de mettre en exergue dans le cas guinéen, parce que je pense que si on a envie d'aller de l'avant, il faut cela, parce que sinon on ne sortira pas de l'ornière. Voilà. Pour continuer, tout simplement, j'aimerais terminer ici par une question qui alimente aussi les débats. C'est la question sur la problématique générationnelle. Est-ce qu'il faut que ce soit les jeunes? Est-ce qu'il faut que ce soit les vieux? Je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ce n'est pas une question de jeunes ou de vieux. On a besoin de toutes les compétences guinéennes. Toutes les compétences, y compris ceux qui ont géré le pays. Dans tous les régimes. Par contre, il est important de préciser que ceux qui ont fait la promotion, en fait, tous ceux qui font la transhumance politique, qui sont connus, il faudrait que ces gens-là, parce que tous ceux qui ont fait la promotion du troisième mandat, ont soutenu la Constitution, ces gens-là n'honorent pas la Guinée. C'est des gens qu'il faut écarter complètement. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas travailler au pays. Ils peuvent y travailler. Ils peuvent y travailler. Dès lors qu'ils ne sont pas inculpés. Mais il ne faut pas qu'on accepte qu'ils appartiennent en tout cas à ces prochains gouvernements. Jusqu'à preuve du contraire. Tous ceux qui font de la transhumance politique là, on les connaît. Donc ces personnes-là doivent être écartées d'office. Au-delà de ces personnes, tous ceux qui ont fait la promotion, comme je l'ai dit, du mandat, du troisième mandat, on a besoin de toutes les compétences, internes et externes. C'est en ce sens que la diaspora prend toute sa place, avec les compétences locales. On a besoin de tous les fils et de toutes les filles de la Guinée, dans leur diversité, dans leur pluralité, pour participer à ce élan de développement. Il ne faut pas qu'on reste en marge de l'histoire. Il faut qu'on prenne toute notre place dans cette nouvelle phase de l'histoire de la Guinée. Il ne faut pas qu'on rate, encore une fois de plus, l'opportunité de faire avancer la Guinée avec toutes ces richesses que nous avons, minières, toutes ces richesses que nous avons. Ce serait vraiment dommage que nous n'arrivions pas, en tout cas, à nourrir notre population, à avoir de l'autosuffisance alimentaire, à avoir de l'électricité, à avoir de l'eau, à avoir une très bonne éducation pour le pays. On ne demande pas plus. Et avoir des infrastructures dignes de base pour répondre, en fait, absorber tout ce qui est lié à la santé, aux routes. C'est là qu'on a besoin. Le reste, ce n'est qu'un plus qui participe au bien-être et à l'émancipation des peuples. Certes, j'ai été long, mais c'était important pour moi de préciser cela. Encore une fois, on a besoin de toutes les compétences, sans exclusion. Il ne faut pas exclure quelqu'un. Toutes les personnes qui ne sont pas inculpées, qui n'ont pas été, en tout cas, qui n'ont pas les mains sales, il
faut les laisser la latitude de participer à cette nouvelle dynamique-là. C'est important, c'est très important. Et ce n'est pas une question de vieux, ce n'est pas une question de jeunes. Il y a des jeunes qui ont fait leur limite en Guinée, on les connaît. Hein? Parfois, il y a certains jeunes qui sont plus, je dirais, corrompus que ces anciens. Alors, donc, je disais que, à l'issue, donc, sur la question générationnelle, à l'issue, donc, des procès des régimes successifs, toutes celles et ceux qui ne seront pas incriminés ou inculpés, donc peu importe leur âge, pourront en ce moment participer en fait aux destinées du pays à travers des élections ou des futures ou des nominations sans exclusion. Donc sur la base des compétences, de l'intégrité et du patriotisme. Alors in fine, ce que je vais dire pour clore, le CNRD à travers le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes rentreront alors au panthéon de l'histoire de la Guinée. Leurs noms seront écrits dans le marbre de l'histoire guinéenne. C'est important. Mais notre pays ne pourra connaître enfin un véritable essor économique et démocratique que si aussi on accepte l'expression de la démocratie. Que le président qui sera élu à travers les urnes, que ce soit le nom de ce président qui soit proclamé à travers des élections transparentes. C'est très important. Donc, une fois que cela sera fait, nous pourrions espérer que notre pays a toutes les bases, tous les soubassements qu'on n'a pas eu jusqu'ici pour aller de l'avant, se pardonner, se regarder en face, sans hypocrisie, conjuguer ensemble et participer à l'élan de développement socio-économique, culturel, politique de la Guinée. Je termine encore par cette citation de Franck Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. De quel côté de l'histoire souhaitons-nous être? Je vous pose cette question. Vive la République de Guinée, vive la démocratie, que Dieu sauve la Guinée et le peuple de Guinée. Je vous remercie.